Moi, c'était plutôt facile à décider puisque j'ai une fille franco-polonaise et que je voulais apprendre sa langue et sa culture. Donc, c'était une évidence que je voulais aller m'installer en Pologne. Et toi, Denis? Moi, je suis parti à l'étranger à 26 ans et je crois que je me suis jamais posé de questions en fait. Donc, c'était assez naturel. À l'époque, il fallait encore que je fasse mon service militaire. Et donc, le faire en tant que CSNE, donc dans une entreprise française à l'étranger, me paraissait le plus naturel et le plus facile. Voilà. Donc à l'époque, si je me remets à l'époque, donc peut-être 28 ans en arrière, je crois que je me suis jamais posé vraiment de questions. Voilà, c'était naturel. Alors pour moi, pour le départ en Pologne, ce qui était quand même assez compliqué, c'est que je cherchais du travail en Pologne et que j'avais décidé de partir en Pologne avant même d'avoir un travail. Et donc, et c'est vrai que la réalité n'était pas simple puisque mon certificat d'ingénieur français ne me permettait pas d'exercer en tant que conducteur de travaux ou en tant que projectante en Pologne. Et heureusement, Eiffage m'a fait confiance et m'a proposé des missions plus de coordination de personnes qui sont compétentes, expertes. Et donc ça rentrait aussi dans mes compétences et moi du coup ça me permet de m'épanouir aussi en Pologne et de développer cette connaissance du marché polonais, des fonctionnements, des techniques, etc. Alors pour moi c'était assez simple, assez rigolo. Je travaillais à l'époque dans une autre grosse entreprise française et j'avais émis le souhait de partir à l'étranger. Et je crois qu'un matin j'ai reçu un coup de fil en me disant ça y est, on t'a trouvé un poste, tu pars en Malaisie dans 1 semaine. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, je savais même pas où était la Malaisie. donc à l'époque, je travaillais sur Paris et je suis allé dans un magasin, parce qu'à l'époque, il y avait moins Internet qu'aujourd'hui, etc. Donc je suis allé dans un magasin et j'ai regardé un guide sur la Malaisie pour essayer de comprendre où c'était, comment c'était. Voilà. Bon, à l'époque, la réalité, c'était moins compliqué. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Donc je suis parti avec mon sac à dos. Et c'était aussi simple que ça. Et une semaine après, j'étais effectivement dans l'avion pour prendre l'avion pour partir sur Kuala Lumpur. Moi, j'avais assez peur de la langue, parce que la langue polonaise est quand même pas réputée pour être une langue très simple. Et ces craintes se sont avérées vraies, oui, puisque je confirme, la langue polonaise n'est pas simple. Et donc, mais bon. Après, rien n'est impossible et toute langue, ce qui est incroyable, les enfants arrivent à apprendre n'importe quelle langue et les adultes aussi. Et c'est vrai que ça se fait vraiment avec la pratique. Donc en arrivant, j'ai pris 3 mois de cours intensifs et puis on avait un deal avec ma manager de l'époque chez FH qui m'avait dit tu n'as pas le droit de parler ni en anglais ni en français à personne de l'entreprise à part à moi. Et globalement, ça a bien marché parce qu'au bout de 6 mois, après beaucoup de galères, ça a fini par rentrer. Et voilà. Et au bout de 2 ans, ce qui est vraiment appréciable, c'est que les fruits sont là. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas compris, que j'ai pas eu d'incompréhension en réunion, alors qu'au début, c'était tous les jours, quoi. C'est rigolo ce que tu dis. Moi, la langue, ça a été aussi un sujet parce que je me rappelle, mais comme si c'était hier. J'avais passé des entretiens à l'époque pour partir à l'étranger. Et à la fin de l'entretien, moi je parlais pas un mot d'anglais. Et la directrice des ressources humaines à l'époque me dit « Mais au fait, tu parles anglais ?» Moi j'ai dit « Bah oui, bien sûr. » Et en fait, elle m'a pas posé de questions, heureusement, parce que je parlais pas un mot d'anglais. Et ça t'a pas fait peur à ce moment-là? Non. Non, mais il faut avoir de l'audace. Oui, c'est ça, oui. Et je me rappelle, je suis parti à l'aéroport, il m'avait pris un avion par l'aéroport d'Heathrow. J'arrive là-bas et je pose ma valise. Et la dame, elle m'a demandé en anglais, est-ce que c'est votre valise? Et j'étais pas capable de comprendre. Oh merde. Donc je lui dis sorry, j'ai dû au moins lui dire 10 fois. Ouais. Puis au final, je crois que j'ai compris quand même. Et donc c'est parti comme ça. La première journée en Malaisie, j'ai absolument rien compris. Mal de crâne tous les soirs. Et puis finalement, en 2 mois, c'était réglé. Voilà. Donc conclusion, c'est juste avoir un peu d'audace de temps en temps. C'est ça. Et de motivation et de patience. Oui. Non, mais après, tout ça va avec. Mais, exactement. Mais finalement, on se dit la langue, c'est une barrière. Mais non, pour toi comme pour moi, bon, finalement, c'est pas du tout infranchissable. C'est pas un sujet. Par contre, c'est important de parler une langue qui soit pas notre langue aussi, bien sûr. Qui soit une langue commune. Je trouve que la langue en Pologne, pour le coup, n'a jamais été un problème pour moi,
Parce que finalement, quand je regarde autour de moi, soit on arrive à communiquer en anglais, d'ailleurs le niveau d'anglais est plutôt bon en Pologne, malgré ce que des gens pourraient penser. Je trouve qu'en tous les cas, chez FH, on a cette facilité finalement d'avoir une langue, l'anglais qui est relativement bien parlé et une langue assez commune dans l'entreprise. Et il y a aussi le français, parce que finalement, historiquement, je ne sais pas, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de Polonais qui savent parler bien le français. En tous les cas, beaucoup mieux que moi le polonais. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière d'organiser son temps de travail, avec des horaires de travail qui sont plutôt respectés et à tous les niveaux de l'entreprise. Alors qu'en France, on observe quand même que les cadres et les dirigeants ont tendance à faire des horaires qui dépassent. Et je pense que c'est assez dû aussi culturellement à une mentalité de... Voilà, on est sur le lieu de travail, les pauses à café qui en France peuvent durer très longtemps, les pauses déjeuner qui sont obligatoires en France, quasiment d'1 heure pour beaucoup de monde, et puis des temps de réunion où on compte pas forcément, on met 1 heure de créneau, mais ça peut durer 2 ou 3 et ce sera pareil. Je trouve qu'en Pologne, il y a une gestion du temps qui est assez intéressante et qui permet quand même globalement à une majorité de personnes et une majorité du temps de réussir à tenir des horaires assez décents et qui permettent du coup d'avoir un équilibre vie pro-perso qui est vraiment sympa. Chose qu'en France, je sais que c'est un vrai sujet de réflexion et je pense qu'on a c'est vraiment ancré en nous cette culture du travail, du temps de travail long qui est très difficile à sortir alors que finalement dans notre journée de travail en France, on a souvent des moments assez peu efficaces qui seraient assez simples de rendre plus efficaces. Voilà, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, l'efficacité, on est plus efficace en Pologne, mais je pense que moi, pour avoir travaillé dans d'autres pays encore, la culture du repas à la française, c'est que en France. Ah oui. Les 2 heures de repas en France, qui est une institution, même si c'est un peu en train de changer. C'est quand même plus trop 2 heures, c'est plutôt une demi-heure, 1 heure. Mais globalement, en Pologne, moi je me rappelle au début où je suis arrivé, ça me choquait presque de faire des pauses de repas de 20 minutes. Ah, c'est clair. Et encore, devant l'ordi. Et pourtant j'ai travaillé partout, mais des pauses de 20 minutes, je crois que j'en ai jamais fait d'aussi courtes depuis que je suis en Pologne, et finalement c'est plutôt pas mal. Donc on est assez efficace. Après moi, au-delà de ça, professionnellement, ce qui m'a le plus surpris côté positif, c'est qu'il y a quand même un véritable savoir-faire en Pologne. En tous les cas, quand je suis arrivé chez FH en Pologne, je trouve qu'on a une véritable compétence dans l'entreprise. On fait des chantiers de manière remarquable. On peut toujours s'améliorer et on s'est certainement encore amélioré. Mais du jour où je suis arrivé, j'étais toujours impressionné. On sait très bien construire. Et avec une qualité irréprochable et qui n'a rien à voir par rapport à la France ou d'autres pays où j'ai vécu. Ça, c'est clair, ouais. Et je pense qu'on peut vraiment être fier de la manière dont on construit en Pologne. Et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus marqué à mon arrivée ici. C'est que finalement, arriver en Pologne, je dirais, c'est presque que des bonnes surprises. Parce que nous, en venant de France ou d'ailleurs, on associe la Pologne à un pays de l'Est, qui a une connotation qui n'est pas forcément l'image qu'on devrait en avoir. Mais donc quand on arrive en Pologne, finalement, c'est que, je trouve, une bonne surprise sur la qualité de vie, sur la qualité au travail, sur la compétence des collaborateurs, sur l'ambiance au travail, sur les relations qu'on peut avoir avec nos collaborateurs. Pour moi, ça a été que des bonnes surprises. Pour moi, le mot-clé, c'est l'adaptabilité. Je pense qu'il faut être, quand on arrive dans un pays, il faut essayer de comprendre comment marche le pays, parce qu'on ne peut pas arriver en se disant on va changer la manière dont le pays marche. C'est juste pas possible et si je raisonnais comme ça, je ne serais plus là aujourd'hui. Je crois et c'est un peu des échanges qu'on a eus avec les membres du CODIR d'ailleurs, c'est de se dire que quand même on a une force en Pologne qu'on n'a pas ailleurs. C'est que quand on arrive à souder une équipe, quand on arrive à créer du lien dans l'entreprise, on a quand même l'impression, j'ai l'impression en tant que CEO de l'entreprise, qu'on est capable d'emmener une équipe ensemble vers un but commun. Et une fois que tout le monde adhère, tout le monde y va.
et on va au combat tous ensemble. Et c'est un peu l'éclairage qu'on avait eu aussi sur des formations interculturelles, et je trouve que ça ressort beaucoup. Mais c'est important de fédérer à commencer. Faut que le management soit reconnu à tout niveau, hein, pas que moi, mais à partir du moment où les managers sont reconnus, finalement, il y a une équipe derrière lui qui pousse et qui ira dans le sens où on veut tous aller ensemble. Ceci dit, ça fait partie des sujets de base évoqués en France aussi, parce que l'humain est fait comme ça, il a besoin d'être emmené. Oui, mais je pense qu'en France, c'est pas aussi vrai qu'en Pologne. D'accord, oui. Enfin, c'est mon impression. Ouais. D'accord. Pour moi, la première compétence, c'est tout simplement avoir du bon sens. Finalement, on fait tous des études d'ingénieur, on apprend beaucoup de choses, on fait des maths, on apprend à calculer, mais on se rend vite compte que finalement, le bon sens, c'est ce qu'il y a de plus important. Surtout dans nos métiers d'entrepreneur. On ne travaille pas dans un bureau d'études, on ne fait pas des études tout le temps. Mais finalement, de se dire et de réussir à simplifier les problèmes, c'est ce qu'il y a pour moi le plus important. Je dirais qu'il y a 80% des problèmes qui seraient que par réfléchir au bon sens. Après, je dirais bien sûr de savoir s'adapter, surtout dans des contextes où on travaille à l'étranger, on en parlait tout à l'heure, et l'adaptabilité sont pour moi des vraies qualités. Moi, je trouve dans une des compétences qui évolue beaucoup aujourd'hui, je trouve toutes les compétences managériales aujourd'hui sont quand même fortement remises en cause, et ce qui n'est pas forcément simple, parce que je pense que du management très directif qu'il y avait il y a quelques années, à un management beaucoup plus participatif, où on va demander beaucoup plus l'avis du collaborateur. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même humainement, c'est des compétences de caractère qui sont très particulières, d'être capable d'écouter, de prendre en compte et constamment de le prendre en compte dans son management. Mais on a toujours dit que 80% de notre métier, c'est de la communication dans la construction. En fait, on passe notre temps à essayer de comprendre des problématiques, à essayer de les résoudre, et c'est toujours ensemble et en communiquant qu'on y arrive. Ouais. Et tout le monde se plaint d'ailleurs de cette communication qui n'est jamais suffisante parce qu'on n'est jamais parfait. Ouais. Ça, c'est un des sujets. Je pense qu'on a beau passer... Et ça, c'est dans tous les pays, dans toutes les entreprises. C'est ça qui est bien. Je pense que même si je passais 100% de mon temps à communiquer, ça serait de toute façon toujours pas suffisant. C'est sûr. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu un défi en particulier. Je crois que toute notre carrière, finalement, c'est une succession de défis. Le premier défi, c'est que finalement, un projet en soi, c'est déjà un défi. Et à l'intérieur du projet, il y a plusieurs défis. Donc en fait, on finit un projet et après, on en recommence un. Donc j'ai l'impression, et c'est aussi la singularité de notre métier, c'est que c'est une succession de défis où à chaque fois, on se remet en cause. On redémarre quelque chose, on redémarre une nouvelle histoire. Alors toujours fort de nos expériences propres, parce qu'on n'oublie heureusement pas nos succès ou des fois nos échecs pour être plus fort demain. Mais moi j'ai quand même l'impression que globalement j'ai pas eu un défi qui ressort plus qu'un autre, mais c'est plutôt une succession de défis avec des rappels de projets. Et après au-delà des projets, ça a été de traiter des nouvelles affaires, ou après comment on arrive à transformer en succès des difficultés qu'on peut avoir du quotidien. Je pense que finalement, même quand on regarde mon histoire depuis que je suis arrivé en Pologne en 2019, on s'aperçoit que ça a été une succession de défis. Par contre, ce qui me reste toujours, ou le plus gros défi de ma vie professionnelle, c'est d'avoir eu à subir des accidents graves sur des projets. Moi, je me rappelle d'un défi qui est justement sorti un petit peu du défi de notre métier opérationnel, qui m'est arrivé il y a quelques années, à un moment où en France, il y avait vraiment cette effervescence et cette pression sur les entreprises et la société pour prendre en compte la transition climatique. Et à ce moment-là, c'était assez flagrant de voir qu'au sein des entreprises, finalement, on n'était pas armés pour ça.
et que ceux dont je faisais partie qui sortaient d'école étaient finalement plus armés, plus au courant de ces sujets-là à ce moment-là. Ça a beaucoup changé, heureusement, et c'est ça qui est génial aujourd'hui. Et du coup, à ce moment-là, j'avais essayé d'organiser un peu des groupes de travail avec d'autres collaborateurs qui étaient sensibles à la question. Puis on était allé voir la direction pour leur proposer des plans d'action sur le sujet qu'on avait essayé de mettre en place. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que voilà, c'était un moment où en fait, la direction de mon entreprise se prenait une pression du groupe, puis il y avait des jeunes collaborateurs, la société, en fait, tout le monde était vraiment dans ce truc-là. Et on a essayé de construire des solutions à l'époque. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'était un défi parce que ça sortait complètement du cadre de mon boulot de conduite de travaux, de coordination d'études sur chantier. Mais c'était vachement intéressant parce que du coup, ça fait prendre un peu d'auteur. Et puis ça fait prendre aussi conscience que ces sujets d'orientation stratégique, c'est pas simple, que derrière, il y a toute une organisation, il y a des systèmes économiques, il y a des systèmes managériaux, techniques, il y a beaucoup de difficultés face à ça. Et donc c'est pas aussi simple que juste de dire pourquoi on fait rien, quoi, ce qui est souvent ce qu'on entend. Mais voilà, en attendant, je trouve ça assez fascinant d'essayer de se poser pour essayer d'y répondre, quoi. J'ai pas spécialement de préférence avec les personnes de mon âge, dans le sens où une personne plus âgée, elle va m'apprendre énormément de choses, et une personne moins âgée, je vais pouvoir transmettre. Et je trouve que les deux sont hyper... j'adore en fait ces deux process-là, quoi. Et finalement, c'est pas forcément le plus simple d'être avec à un niveau égal, surtout si on fait la même chose. C'est pas forcément... C'est finalement, je trouve, la relation la plus complexe. Alors, on a des relations d'amitié professionnelle, mais la relation purement professionnelle avec des personnes de son âge est finalement plus complexe, je trouve, qu'avec une personne où hiérarchiquement c'est au-dessus, où il y a plus d'expérience et donc naturellement on va écouter, et puis des personnes avec qui on va pouvoir partager un peu plus de savoir. Donc ça, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Alors moi, dans ma position, j'ai hélas pas beaucoup forcément de jeunes qui travaillent en direct avec moi. Mais par contre, je suis extrêmement vigilant et attentif à ce que finalement on modernise l'entreprise toujours. Et en Pologne, par exemple, c'est un sujet qu'on mesure de très près, de s'assurer qu'on a une moyenne d'âge qu'on maîtrise. Et ça, juste par l'embauche systématique de jeunes. Parce que finalement, et c'est un peu ce que tu disais avant, c'est les jeunes qui nous perturbent ou qui nous bousculent dans nos certitudes. Et finalement, pour moi, c'est un élément fondamental. C'est de s'assurer que dans nos organisations, dès qu'on peut, on doit s'imposer d'embaucher des jeunes parce qu'ils vont nous bousculer dans nos certitudes, mais aussi parce que c'est le renouvellement de l'entreprise finalement qu'on assure, et moi j'essaye de prendre ce sujet à bras-le-corps parce que on s'inscrit tous que dans une durée courte d'une entreprise. Donc finalement, et on doit être vigilant à assurer que la relève soit mise en place de manière contrôlée, et ça prend du temps. Moi, ce que je trouve qui a beaucoup évolué et qui est assez intéressant dans les différences, c'est la fidélité à l'entreprise. C'est qu'on est passé d'un modèle, et je pense en France et en Pologne, c'est assez similaire pour le coup, où les employés restaient très longtemps, 10, 20, 30 ans ou toute une carrière dans l'entreprise, à un modèle où aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont tendance à, tous les 2 ans, avoir un besoin de renouvellement et de changer, etc. Et je trouve que les deux s'apportent mutuellement. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux approches, et je pense que quelque chose un peu entre les deux serait intéressant de développer, parce qu'on sent qu'aujourd'hui cette fidélité se perd un petit peu avec le fait qu'on ne se sent pas forcément attaché, parce que finalement un certain nombre de personnes se voient très facilement changer. Et donc je trouve que c'est dommage, parce que dans l'engagement long terme, moyen terme de l'entreprise, dans sa transformation, on s'y projette moins si on se dit qu'à horizon 2 ans, on va changer. Et à l'inverse, quelqu'un qui reste pendant 30 ans dans l'entreprise,
forcément, on va s'installer dans un certain nombre d'habitudes et va avoir beaucoup de mal à remettre en cause, alors que le changement d'entreprise, et ça peut d'ailleurs être au sein même d'un même groupe, hein, mais le changement d'environnement professionnel remet en question forcément ses habitudes. Et ça, je pense qu'il y a du bon, et donc il faut aussi le chercher. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, parce que il y a des choses à aller chercher des deux côtés. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. On parlait de défis et on parlait d'adaptabilité. Et pour moi, la gestion de nos jeunes, on est en plein dedans. C'est un défi parce qu'on doit s'adapter finalement à cette nouvelle génération. Et une fois de plus, c'est pas nous qui allons les changer, mais il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce changement. Après, je trouve qu'on parle beaucoup des générations Z et des générations milléniaux, mais je trouve que des fois on en parle peut-être même trop. C'est-à-dire qu'on se dit les jeunes restent moins longtemps, les jeunes demandent beaucoup un nouveau style de management ou sont plus attentistes aussi sur le fait qu'on doit verdir notre capacité de construire ou notre capacité globalement dans la société de ce qu'on est capable d'apporter. Et je trouve sur ces aspects-là, on en parle plus que la réalité dont on se rend compte au quotidien. Finalement, quand je vois nos jeunes, finalement, nous on s'adapte et on a organisé des formations aussi pour être capable de les gérer. Mais on se rend aussi compte qu'eux s'adaptent aussi à notre organisation parce qu'ils s'y retrouvent. Mais je pense que c'est peut-être aussi lié une fois de plus à notre métier et à la spécificité de notre métier. On est dans un métier d'équipe. Finalement, et on est dans une gestion d'entreprise, même si c'est que des projets, avec un effet d'équipe, où en fait on s'aperçoit qu'on arrive à continuer des valeurs d'entreprise, on arrive à les faire perdurer par cet esprit d'équipe sur nos chantiers. Donc finalement, je dirais que c'est un peu un mix des deux. Moi je suis pas aussi inquiet finalement que tous les messages qu'on peut entendre à droite à gauche, mais je redis que je pense que c'est un peu lié aussi à la spécificité de notre métier. Parce qu'on travaille ensemble, les fondations de notre métier, c'est un travail commun ensemble et un projet commun à réaliser ensemble. Donc finalement, oui, on doit s'adapter, mais je crois que nos jeunes ont aussi leur capacité de réussir à s'adapter à notre organisation. Enfin, je le vois un peu comme ça aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet auquel on doit rester attentif.